Au supervolcan de Yellowstone, une violente explosion thermique s'est produite et des chercheurs observent désormais avec inquiétude l'activité du magma en sous-sol. Une éruption de ce volcan monstrueux pourrait-elle être imminente? Et qu'est-ce que cela signifierait pour les États-Unis et pour la planète entière? Nous allons examiner tout cela de très près, alors restez bien jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, les amis. Qu'est-ce qui s'est encore passé avec le volcan de Yellowstone? Le 3 juillet, une impressionnante éruption hydrothermale a eu lieu dans le célèbre Diamond Pool. Et tout cela a été enregistré par une nouvelle caméra de surveillance. Un jet de vapeur d'eau de plusieurs mètres de haut a jailli du bassin, projetant de la boue et des pierres dans les airs, et a même inondé l'un des sismomètres. Dites-moi en commentaire quelle aurait été votre première réaction si vous aviez été devant en tant que visiteur. Prendre son vin et s'enfuir, ou sortir son téléphone pour filmer une vidéo? Je suis curieux de savoir. Et si vous ne voulez plus jamais rater d'actualité sur les volcans du monde, abonnez-vous directement à la chaîne. Ça ne coûte rien du tout. Vous ne raterez plus jamais une nouvelle vidéo et ça m'aide énormément. Merci beaucoup, les amis. Oui, c'était déjà la 3e explosion de ce genre en quelques semaines, et les chercheurs sont maintenant, à juste titre, un peu inquiets. Même si ces événements n'indiquent pas directement une éruption volcanique imminente, de nouvelles études montrent en effet qu'il y a du magma fluide sous Yellowstone. Et ce que les chercheurs y ont récemment découvert nous en dit long sur une éventuelle éruption du supervolcan. Le supervolcan de Yellowstone est l'un des plus grands et des plus actifs systèmes volcaniques de la planète. Il se trouve dans le parc national de Yellowstone, au nord-ouest des États-Unis, et il est célèbre pour ses éruptions gigantesques dans le passé. Une nouvelle grande éruption aurait des conséquences dévastatrices. Il pourrait ensevelir des régions entières de l'ouest des États-Unis sous une couche de cendres de plusieurs mètres et provoquer des changements climatiques à l'échelle mondiale. Voici une carte sur laquelle des chercheurs ont indiqué la soi-disant zone de mort et la zone de retombée des cendres en cas de scénario catastrophe. Ça donne quand même un peu la chair de poule. Une telle éruption aurait des conséquences dramatiques sur le climat mondial. Ce scénario catastrophe est bien sûr extrêmement rare, et c'est précisément pour cette raison que les chercheurs étudient le système magmatique de façon aussi approfondie, afin de mieux comprendre d'éventuels signes avant-coureurs. Et dans ce contexte, une équipe de chercheurs de l'US Geological Survey a fait une découverte qui bouleverse fondamentalement notre compréhension du volcan de Yellowstone et qui permet aussi de voir la probabilité d'une éruption sous un tout autre angle. Sous la direction de la sismologue Nympha Bena, les scientifiques ont mené une étude magnétotellurique approfondie de la caldeira de Yellowstone. Ça a l'air compliqué au premier abord, mais c'est en fait une méthode plutôt ingénieuse, car elle consiste à mesurer les variations du champ magnétique et du champ électrique de la Terre pour détecter ce qui se trouve sous la surface terrestre. Cette méthode est particulièrement bien adaptée pour détecter la roche en fusion, c'est-à-dire le magma. Et ce que les chercheurs ont découvert à cette occasion, c'est vraiment du lourd. Les chambres magmatiques qui alimentent le supervolcan en énergie semblent se déplacer vers le nord-est de la caldeira. Sur la base du volume de la roche fondue rhyolitique sous la partie nord-est de la caldeira de Yellowstone et de la connexion directe de cette région à une source de chaleur dans la croûte terrestre inférieure, nous supposons que le centre de la future activité volcanique rhyolitique s'est déplacé vers la partie nord-est de la caldeira de Yellowstone, écrivent les scientifiques dans leur étude. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Et à quel point est-ce dangereux maintenant? Pour comprendre cela, il faut plonger un peu dans la volcanologie. Le Yellowstone n'est pas simplement un grand volcan. C'est un supervolcan, l'une des plus grandes structures volcaniques de la planète. Au cours des 2,1 derniers millions d'années, il a connu 3 énormes éruptions formant des calderas. Ces éruptions massives ont laissé d'énormes cratères derrière elles, lorsque les chambres magmatiques se sont vidées et que la croûte terrestre au-dessus s'est effondrée. Entre ces méga-événements, il y a aussi eu régulièrement des éruptions plus petites, la dernière notable datant d'environ 70 000 ans. On pourrait donc penser qu'il serait temps à nouveau. Les chercheurs ont maintenant découvert qu'il existe au moins 7 régions différentes à forte teneur en magma sous la caldeira de Yellowstone. Certaines d'entre elles alimentent les autres et elles se situent à des profondeurs comprises entre 4 et 47 km sous la surface, jusqu'à la frontière entre la croûte terrestre et le manteau. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les plus grandes quantités de magma ont été trouvées au nord-est de la caldeira. Ici, d'immenses réservoirs de magma basaltique semblent se trouver dans la croûte terrestre inférieure, lesquels réchauffent et maintiennent en activité des chambres de magma rhyolitique dans la croûte terrestre supérieure. Mais attendez une seconde, magma basaltique et magma rhyolitique, quelle est la différence? Ce sont en quelque sorte les deux principaux protagonistes de notre drame volcanique souterrain. Le magma basaltique contient peu de silicium, mais beaucoup de fer et de magnésium. Il est relativement fluide et peut donc remonter facilement. Le magma rhyolitique, en revanche, est riche en silicium et sa composition chimique correspond à celle du granit, une roche magmatique profonde.
il est visqueux, épais et ne se déplace que lentement. Et c'est là que ça devient dangereux, car cette consistance collante fait que les gaz s'échappent plus difficilement. Imaginez que vous faites cuire une soupe de pois bien épaisse et que les bulles ont du mal à atteindre la surface. C'est exactement la même chose avec le magma rhyolitique. Et quand la pression devient trop forte, ça explose. Il en résulte une éruption explosive, mais dans ce cas, ce n'est pas juste quelques éclaboussures de soupe dans la cuisine, c'est un peu plus violent. Un aspect intéressant de l'étude est aussi la relation entre les différents types de magma. Les chercheurs supposent que les chambres magmatiques rhyolithiques doivent complètement refroidir avant que le magma basaltique puisse s'y infiltrer. Cela signifie que nous observons ici une interaction complexe entre différents processus qui se déroulent sur de longues périodes. Et les éruptions qui ont formé les calderas à Yellowstone ont été causées précisément par de telles chambres magmatiques rhyolithiques. Et maintenant, les chercheurs ont découvert au nord-est de la caldeira un réservoir de magma rhyolitique dont le volume estimé, tenez-vous bien, se situe entre 388 et 489 km3. À titre de comparaison, c'est presque 10 fois plus que dans les régions du sud, de l'ouest et du nord, où ont eu lieu les éruptions précédentes. Donc, si jamais une éruption devait se produire dans cette région au nord-est de la caldeira, alors là, ça deviendrait vraiment très désagréable. Car selon les scientifiques de l'US Geological Survey, cette quantité de magma correspond à peu près à celle qui a été projetée à la surface lors de l'énorme éruption de Mesa Falls, il y a 1,3 million d'années. Cette éruption était si puissante qu'elle a dévasté une zone gigantesque et dispersé des cendres sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Elle a libéré environ 290 km3 de cendres et de roches. Nous parlons donc ici, en théorie, d'un événement aussi apocalyptique. Alors, il vaudrait mieux commencer à faire des stocks de papier toilette? Il n'y a aucune raison de paniquer tout de suite, car les chercheurs ont également constaté que le magma est stocké dans des zones séparées avec de faibles proportions de matière fondue. Cela signifie que, pour l'instant, les réservoirs ne sont probablement pas capables de provoquer une éruption. La majeure partie de ces différents réservoirs contient des quantités de magma qui correspondraient plutôt à de petites éruptions après la formation de la caldeira. Mais malgré tout, le déplacement du centre volcanique vers le nord-est de la caldeira est un développement absolument significatif. Car cela nous montre que même un système apparemment stable comme le supervolcan de Yellowstone est dynamique et évolue au fil du temps. Et même s'il n'y a pas lieu de s'attendre à une éruption comme celle de Mesa Falls dans un avenir proche, au final, la question n'est évidemment pas de savoir si, mais seulement quand nous assisterons à une violente explosion du Yellowstone. Et ces nouvelles recherches nous aident justement à mieux comprendre où une telle activité volcanique future est la plus susceptible de se produire. Et cette découverte ne nous donne pas seulement un aperçu du Yellowstone lui-même, mais aussi des systèmes volcaniques du monde entier, car le comportement des flux de magma peut également s'appliquer à d'autres volcans. Donc, ces découvertes pourraient même aider à mieux prédire les éruptions ailleurs et ainsi potentiellement sauver des vies. La recherche, bien sûr, se poursuit. Les scientifiques continueront d'observer de près le Yellowstone afin d'enregistrer chaque changement et d'approfondir notre compréhension de ce géant au cœur du paysage américain. Et à chaque nouvelle découverte, nous nous rapprochons de la réponse à la grande question, quand le géant endormi se réveillera-t-il à nouveau? C'est dingue, toutes ces quantités de magma là-dessous, non? Mais ce n'est pas tout. La NASA a en fait élaboré un plan pour empêcher une éruption de supervolcan. Et ce plan est tellement fou qu'il en devient carrément génial. Regardons ça tout de suite. Avant ça, je voulais juste vous parler rapidement de ma boutique spatiale, où vous pouvez trouver des peluches de planètes, des articles Black Hole Café et les t-shirts des vidéos. Cliquez simplement ici sur le QR code ou sur le lien dans le commentaire épinglé et faites le plein de trucs de nerd. Chaque commande soutient énormément mon travail. Voilà, et maintenant vous allez découvrir comment la NASA veut faire d'une pierre deux coups. Au cours des 2 derniers millions d'années, il y a eu 3 éruptions de supervolcans connues dans la région de Yellowstone. La plus récente a eu lieu il y a environ 640 000 ans. Faisons un peu de calcul, 3 éruptions en 2 millions d'années, donc environ une éruption tous les 600 000 ans, la dernière il y a environ 600 000 ans. Oh. Statistiquement parlant, Yellowstone serait en fait le prochain sur la liste. Et par là, je veux dire bientôt en termes géologiques. Pas d'inquiétude, les amis, notre existence ne sera probablement pas anéantie par une éruption de supervolcan, mais plutôt par une intelligence artificielle devenue tout-puissante. Mais bon, il y a toujours quelque chose, n'est-ce pas? Néanmoins, on voit bien que le Yellowstone finira par entrer à nouveau en éruption. La question, ce n'est pas si cela arrivera, mais quand. Il est donc logique de commencer dès maintenant à réfléchir à ce qu'on pourrait faire contre ça. Et en fait, des scientifiques de la NASA ont élaboré un plan complètement faux. Une équipe du Jet Propulsion Laboratory de la NASA a étudié la possibilité d'exploiter l'énergie géothermique du supervolcan de Yellowstone tout en réduisant le risque d'une éruption.
Leur plan consiste à pomper de l'eau dans le réservoir de magma sous le parc national de Yellowstone afin d'en extraire la chaleur et de faire baisser la température du volcan. Ça ressemble exactement au début d'un film catastrophe. Fondamentalement, l'idée d'exploiter le potentiel géothermique du supervolcan tout en réduisant le risque d'éruption est géniale. Parce que les quantités d'énergie produites là-bas sont évidemment immenses et pourraient, avec la bonne technologie, probablement résoudre tous nos problèmes énergétiques. Ce qui signifierait bien sûr qu'une telle technologie serait provisoirement interdite en Allemagne. Mais peu importe, qu'ont donc exactement imaginé les chercheurs de la NASA? Leur concept repose sur l'idée, comme déjà mentionné, de pomper de l'eau dans le réservoir magmatique situé sous le parc national de Yellowstone. Cette eau retirerait la chaleur du système magmatique, ce qui ferait alors baisser la température du volcan. L'eau chauffée pourrait ensuite être pompée à la surface et utilisée pour produire de l'énergie géothermique. Le prélèvement continu de chaleur ferait qu'avec le temps, le volcan aurait moins de chances d'entrer en éruption. Ça a l'air simple, et en soi, le processus n'est pas si compliqué. De façon très basique, on peut dire qu'une telle centrale géothermique fonctionne en 4 étapes. Injection d'eau, production de vapeur, entraînement des turbines et condensation. L'eau est injectée dans le réservoir magmatique, elle se réchauffe et remonte sous forme de vapeur. Là, elle est dirigée vers une turbine qui produit de l'énergie électrique. Ensuite, elle refroidit dans un condenseur et est réinjectée dans le circuit géothermique. Absolument génial! Alors, c'est parti, construisons ce truc. Il y a malheureusement un tout petit problème. Pour refroidir Yellowstone au point qu'il ne puisse plus entrer en éruption, il faudrait extraire une énergie équivalente à, tenez-vous bien, 20 gigawatts. Combien cela représente-t-il? Eh bien, les chercheurs de la NASA ont calculé qu'il faudrait faire fonctionner la centrale géothermique pendant environ 16 000 ans pour y parvenir. C'est vraiment une vision à très long terme, et la réalisation de ce projet exigerait aussi d'énormes défis techniques et des investissements considérables. En effet, pour acheminer l'eau assez profondément vers la chambre magmatique, il faudrait forer des puits pouvant atteindre jusqu'à 10 km de longueur. La chaleur serait alors extraite depuis la partie inférieure de la chambre magmatique. Pourquoi faire si compliqué? Parce que si l'on perd simplement la chambre magmatique de front, par le dessus, on risque de provoquer une éruption du volcan. Le chercheur responsable, Brian Wilcox du Jet Propulsion Lab, explique qu'il y a un risque de déclencher une éruption, ce que l'on cherche justement à éviter. Si l'on fourre la chambre magmatique par le bas, on empêche la chaleur de remonter depuis le dessous et d'atteindre un jour le sommet de la chambre, là où réside la véritable menace. Nous parlons donc ici d'un gigantesque méga-projet qui ne pourrait être réalisé qu'à l'échelle de plusieurs générations. Après que le Jet Propulsion Lab de la NASA a élaboré cette idée, aucune mesure concrète n'a d'abord été prise pour la mettre en œuvre. En octobre de l'année dernière, un nouvel article a été publié, dans lequel on détaille plus concrètement comment on pourrait exploiter l'énergie du Yellowstone. Et les chiffres sont vraiment impressionnants. Les coûts s'élèveraient à 3 500 milliards de dollars. Avec plus de 11 quadrillions de kilowattheures de puissance énergétique, ce projet pourrait alimenter l'ensemble des États-Unis. Et comme la NASA l'avait déjà conclu, le nouvel article arrive à la même conclusion, le supervolcan serait ainsi refroidi à un point tel qu'il n'entrerait plus jamais en éruption. Jusqu'à présent, tout cela n'est que des propositions et des plans sur le papier, mais je pense que quelqu'un devrait vraiment s'occuper du financement du projet et le lancer. Nos descendants nous en seraient sûrement reconnaissants. Car comme le dit le docteur Brian Wilcox, Yellowstone explose environ tous les 600 000 ans, et cela fait à peu près 600 000 ans que le supervolcan est entré en éruption pour la dernière fois, ce qui devrait nous pousser à nous lever et à agir. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Devrait-on se lancer dans le méga projet de centrale électrique de Yellowstone, même si c'est cher, digne de la science-fiction et extrêmement long à réaliser? Ou devrions-nous plutôt concentrer notre énergie et notre argent sur d'autres projets? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Les scientifiques peuvent vraiment faire preuve de créativité quand il s'agit de la survie de l'humanité. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour ça. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes pour cette vidéo, et alors l'algorithme de YouTube la montrera à encore plus de monde. Et maintenant, restons sur les développements actuels autour de Yellowstone, car les chercheurs n'ont pas seulement étudié les mouvements du magma, mais ont aussi fait des découvertes fascinantes sur les éruptions passées. L'Observatoire du volcan d'Yellowstone a publié son dernier rapport annuel, et il est vraiment riche en informations. Oui, si on cherche Yellowstone sur Google, on ne trouve presque plus que des infos sur la série Yellowstone avec Kevin Costner. Dites-moi dans les commentaires qui parmi vous la connaît. Ma femme la regarde tout le temps et moi, je jette toujours un œil en passant. Mais j'ai fouillé à travers toutes les photos de Kevin Costner et je vous ai déniché les nouvelles infos passionnantes sur le supervolcan de Yellowstone, car le nouveau rapport annuel de l'Observatoire du volcan Yellowstone, ou YVO, vient tout juste d'être publié. Et en plus, des volcanologues ont fait des découvertes vraiment explosives sur les coulées de lave passée et un éventuel futur réveil. Alors, accrochez-vous bien.
Commençons d'abord par les bases. Le supervolcan de Yellowstone se trouve au nord-ouest du Wyoming et s'étend sur des parties du Montana et de l'Idaho. La caldeira de Yellowstone, une immense dépression volcanique, s'est formée il y a environ 631 000 ans lors d'une éruption massive de magma rhyolitique qui a dispersé des cendres sur une grande partie de l'Amérique du Nord. Cette éruption était vraiment d'une ampleur incroyable et fait partie des 3 éruptions catastrophiques qui ont eu lieu au cours des 2,1 derniers millions d'années. Le Yellowstone fait donc vraiment partie de la Ligue des champions des volcans dangereux, c'est en quelque sorte la crème de la crème volcanique. D'ailleurs, voici comment l'IA imagine la crème de la crème volcanique. La caldeira elle-même est une structure complexe, façonnée par l'activité volcanique répétée au fil des millénaires. Depuis la dernière grande éruption, 28 éruptions rhyolithiques plus petites ont continué à modeler et à remplir l'intérieur de la caldeira. Et ces éruptions se sont manifestées par des coulées de lave qui marquent encore aujourd'hui le paysage de Yellowstone. Je n'y suis malheureusement jamais allé, mais c'est clairement sur ma liste de choses à faire, voyager un jour aux États-Unis et réaliser un documentaire sur le volcan de Yellowstone sur place. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait. Plus il y aura de gens qui le souhaitent, plus j'aurai sans doute la motivation de quitter Cologne pour aller jusqu'au Wyoming. Il y aurait d'ailleurs de bonnes raisons, car des volcanologues viennent de découvrir quelque chose de dingue qui a fondamentalement changé notre compréhension des éruptions de coulées de lave dans la caldeira de Yellowstone. Jusqu'à récemment, les scientifiques pensaient que les coulées de lave lors des éruptions passées s'étaient produites sur de longues périodes. Mais de nouvelles données suggèrent que plusieurs coulées de lave se sont produites simultanément ou à de courts intervalles. Les chercheurs de l'Observatoire du volcan d'Yellowstone ont daté les éruptions de coulées de lave sur une période allant d'il y a 160 000 ans à il y a 70 000 ans, et ont constaté que celles-ci se produisaient en groupes rapprochés. Et cela suggère qu'au lieu d'événements isolés, plusieurs coulées de lave ont éclaté simultanément à partir de différentes cheminées volcaniques à l'intérieur de la caldeira. Selon les recherches récentes, les 22 éruptions de rhyolite, connues sous le nom de Central Plateau Member Rhyolite, se sont produites en 5 épisodes brefs. Chaque épisode a pu durer jusqu'à 400 ans, et ces épisodes, au cours desquels 2 à 9 coulées de lave ont éclaté simultanément, montrent que les éruptions intracaldéra, c'est-à-dire les petites éruptions à l'intérieur de la grande caldeira déjà existante depuis longtemps, sont des événements spectaculaires, bien plus spectaculaires qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Et ces nouvelles découvertes, à leur tour, ont des conséquences importantes sur l'évaluation de la probabilité d'une éruption du supervolcan de Yellowstone. D'une part, elles montrent que les éruptions intracaldéra sont plus intenses et plus complexes qu'on ne le pensait jusqu'à présent. D'autre part, elles suggèrent cependant que le taux d'éruption à long terme à Yellowstone pourrait être plus faible qu'on ne l'imaginait. Si les rhyolites du Central Plateau Member se sont formés lors de 5 événements au lieu de 22, comme on le pensait auparavant, cela signifie que les éruptions sont plus rares, mais aussi plus intenses. Ou pour le dire autrement, ça n'explose pas souvent, mais quand ça explose, c'est la fin des haricots. Le géologue Mark Stelton de l'US Geological Survey le formule ainsi, les éruptions intracaldéra sont plus spectaculaires qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Au lieu d'événements isolés où une seule coulée de lave se produit, il semble que les éruptions intracaldéra consistent en plusieurs éruptions qui pourraient se produire simultanément dans différentes parties de la caldeira. Et que dit le nouveau rapport annuel sur la probabilité d'une éruption ? C'est évidemment ce que les géologues américains surveillent avec le plus grand soin, car une éruption dans le pire des cas dévasterait une grande partie des États-Unis. Ici, sur cette carte, vous pouvez voir quelle serait la taille de la zone mortelle et de la zone de retombée de cendres. Ce serait terrible, et c'est pourquoi la surveillance est essentielle. L'un des aspects les plus importants de la surveillance du volcan de Yellowstone est l'analyse des données sismiques et géodésiques. Chaque année, entre 1000 et 3000 tremblements de terre sont enregistrés dans la région. La plupart sont si faibles qu'ils ne sont pas perceptibles, mais ces secousses sont étroitement liées à l'activité volcanique et fournissent ainsi des indices sur d'éventuels changements dans le réservoir de magma sous la caldeira. Et bien que les nouvelles découvertes suggèrent que les éruptions passées étaient plus intenses, il n'existe actuellement aucun indice qu'une nouvelle éruption soit imminente. Selon le YVO, la chambre magmatique rhyolitique sous Yellowstone ne contient actuellement que 5 à 15% de matière fondue et visqueuse, de sorte qu'il n'y aurait probablement pas assez de magma sous la caldeira pour provoquer une éruption. Pour une apocalypse volcanique, il manque donc actuellement au Yellowstone la puissance nécessaire. Bien sûr, on ne peut jamais exclure de petites éruptions. Il est toujours envisageable que le Yellowstone connaisse une petite éruption sans pour autant détruire l'Amérique du Nord et au-delà. Il y a environ 70 000 ans, des coulées de lave rhyolitique sont sorties du supervolcan, et bien que cette éruption ait modifié la géologie du sud-ouest du parc national de Yellowstone, elle n'a pas vraiment été catastrophique pour la vie sur la planète. Et même si la chambre magmatique fournit actuellement des données rassurantes, on ne peut jamais exclure totalement une éruption grave. Le journaliste scientifique Tom Hale écrit, néanmoins, tout est possible. Les couches géologiques environnantes pourraient s'effondrer ou les chambres volcaniques pourraient recevoir une nouvelle injection de magma, réveillant le monstre d'en dessous. Si une grande éruption se produisait aujourd'hui à Yellowstone, ses effets se feraient sentir dans le monde entier.
De vastes régions du Montana, de l'Idaho et du Wyoming seraient recouvertes par des coulées pyroplastiques de gaz brûlant et de matériaux volcaniques. Les estimations varient, mais certains pensent que jusqu'à 90 000 personnes pourraient être tuées sur le coup. Et le climat de toute la planète changerait radicalement. On suppose qu'un important refroidissement global serait provoqué par les aérosols volcaniques dans l'atmosphère. Mais si vous commencez déjà à avoir peur et que vous envisagez de souscrire une assurance responsabilité civile contre les volcans, voici un fait rassurant tiré du nouveau rapport annuel de l'Observatoire du volcan Yellowstone. En plus de la surveillance sismique, les scientifiques utilisent des données GPS et INESAR, ce qui signifie radar à synthèse d'ouverture interférométrique, pour mesurer les déformations du sol. En effet, plus il y a de déformations du terrain, plus l'activité volcanique est importante. Et ces données montrent que la caldeira de Yellowstone subit actuellement un affaissement de 2 à 3 cm par an. Les volcanologues estiment que c'est relativement peu, ce qui permet également de supposer que la chambre magmatique ne connaît actuellement aucune accumulation significative de magma susceptible de provoquer une éruption. Les connaissances sur le passé de Yellowstone nous aident clairement à mieux évaluer l'avenir. Mais Yellowstone n'est pas le seul supervolcan qui inquiète les scientifiques. Il y a un autre candidat aux États-Unis dont beaucoup n'ont même jamais entendu parler, la caldeira de Long Valley. Et celle-ci montre une activité bien plus inquiétante que Yellowstone. Un grondement agité sous la terre, des activités sismiques et une région qui se déforme lentement. S'agit-il des signes avant-coureurs d'une éruption imminente d'un supervolcan? On ne parle pas du célèbre Yellowstone, mais d'un autre supervolcan américain, la caldeira de Long Valley, à l'est de la Californie. Vous n'en avez jamais entendu parler? Il est temps, car ce supervolcan est extrêmement actif et il a le potentiel de plonger le monde dans un sacré chaos. La caldeira de Long Valley est constituée d'un impressionnant cratère à l'est de la Sierra Nevada. D'où son nom, car une caldeira est une dépression ronde créée par l'activité volcanique. La caldeira de Long Valley est la deuxième plus grande caldeira des États-Unis après Yellowstone et donc une des plus grandes calderas de la Terre. Calderon est-il le pluriel correct? Caldoré? Caldéri? Cette caldeira actuelle et son paysage caractéristique ont été formés par une éruption super violente il y a 760 000 ans. À ce moment-là, 1400 km3 de cendres, de matériaux pyroplastiques et de lave ont été éjectés. Cela a entraîné un dépôt massif de cendres qui a recouvert de grandes parties de la Californie orientale et a atteint jusqu'au Nebraska. Je veux dire, regardez un peu cette région. Cette éruption a créé un creux de 540 km² qui s'est affaissé de 300 à 1000 mètres par rapport à la région environnante. On peut donc imaginer à quel point cette éruption a dû être apocalyptique. Bon, maintenant certains d'entre vous vont peut-être dire « Oui, et alors ?» C'était il y a des centaines de milliers d'années. Qui ça intéresse? L'US Geological Survey gère un observatoire dédié, le Long Valley Observatory, ou LVO, pour surveiller l'activité de la caldeira. On a longtemps pensé que le supervolcan était en sommeil depuis très longtemps et qu'il n'y avait pas vraiment de grand danger. Mais comme dans tous les films catastrophes, c'était évidemment trompeur. Depuis des décennies déjà, les conditions géologiques ont changé. L'activité sismique a progressivement augmenté, ces dernières années, tout cela prend des proportions inquiétantes. Le géophysicien Ashton Flindé de l'US Geological Survey déclare « Nos données suggèrent qu'il y a eu d'importants apports de magma depuis les dernières éruptions, il y a 760 000 ans. Cela signifie que le supervolcan n'est peut-être pas aussi inactif qu'on le pensait jusqu'à présent. Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'inquiète quand même un peu. Parce qu'après avoir entendu à quel point l'éruption d'il y a 760 000 ans était massive, il est clair qu'une nouvelle éruption de cette ampleur, avec le dégagement de cendres, aurait des conséquences mondiales. Le sud-ouest des États-Unis serait bien sûr le plus touché, mais à l'échelle mondiale, le trafic aérien s'effondrerait également et il pourrait même y avoir des changements climatiques. C'est aussi l'avis du géophysicien Birger Gottfried lors du Centre allemand de recherche géologique, qui déclare « Si l'éruption devait être d'une ampleur comparable à celle d'il y a 760 000 ans, il faudrait s'attendre à des conséquences mondiales. » Il est donc grand temps de se pencher sur l'augmentation de l'activité observée ces dernières années. Une éruption est-elle en train de se préparer ici, ou bien pourrait-il y avoir d'autres causes? Une équipe de recherche dirigée par le géophysicien Ashton Flindé, que j'ai déjà mentionné, s'est penchée de très près sur la question. Bien sûr, j'ai mis le lien vers leur article publié sous la vidéo. Il considère deux processus possibles à l'intérieur du volcan comme cause potentielle du soulèvement de la surface terrestre observée récemment. Première possibilité, le noyau de magma liquide est en train de se solidifier complètement. Cela entraînerait une expansion de la roche qui se refroidit, ce qui soulèverait la surface de la Terre. Ce serait donc la version optimiste. Selon ce scénario, nous ne serions témoins que de l'apaisement progressif du volcan, et une éruption serait peu probable. Mais malheureusement, il existe aussi une deuxième possibilité, à l'intérieur, des gaz et du magma liquide qui ne peuvent pas s'échapper provoquent une accumulation de pression. Cette pression pourrait se libérer lors d'une éruption. Eh bien, de quelle variante s'agit-il maintenant? S'il vous plaît, choisissez l'option 1, s'il vous plaît, choisissez l'option 1, malheureusement, ce sera plus probablement l'option 2. Damné.
La recherche indique que même si nous ne pouvons pas faire la distinction entre l'intrusion magmatique et la mobilisation des fluides exsudés comme force motrice du soulèvement récent à Long Valley, nous pouvons conclure que le réservoir de la croûte moyenne est toujours riche en matière fondue. Les géologues ont tendance à s'exprimer de façon compliquée. Cela veut dire qu'on n'a pas pu déterminer si c'est la cause des récentes activités sismiques. Mais il a été constaté qu'à l'intérieur du système volcanique, il y a effectivement encore beaucoup de magma en ébullition. Aucune trace d'inactivité ou de phase de repos, car ça continue encore. Et maintenant, tenez-vous bien, nous estimons que le réservoir contient actuellement suffisamment de magma pour soutenir une nouvelle éruption de supervolcan, comparable en taille à l'éruption qui a formé la caldeira il y a 67 000 ans. Le volcan reste donc actif, contient énormément de magma, et la quantité totale de ce matériau volcanique étant plus suffisamment grande pour provoquer une éruption apocalyptique. Ce sont exactement les résultats qu'on espère obtenir dans ces travaux de recherche. Mais cela ne veut bien sûr pas dire qu'une grande éruption est sur le point de se produire juste devant notre porte. Pour mieux évaluer le danger, il faudrait examiner de nombreux autres facteurs de manière plus approfondie. D'autres forages sont prévus afin de déterminer si la masse de magma en fusion est rassemblée dans un grand réservoir unique ou si elle est répartie entre plusieurs petits réservoirs. Une éruption dépend également du fait que le réservoir continue ou non d'être alimenté par de nouveaux apports de magma provenant des profondeurs de la Terre. Et si vous n'êtes pas encore assez inquiet, il y a encore un autre élément, près de la caldeira de Long Valley, il existe d'autres champs de lave extrêmement jeunes le long de la chaîne de cratères mono-Inyo, tout proches. Donc, totalement indépendamment de l'activité de la caldeira de Long Valley elle-même, il existe d'autres poches de magma dans la région, et celles-ci sont déjà suffisamment actives pour provoquer, par exemple, de forts essaims de séismes. En conséquence, l'ensemble de la région de la caldeira de Long Valley est classé par l'US Geological Survey comme une menace très élevée, la catégorie de risque la plus élevée utilisée par l'agence. Cela reste donc passionnant et, pour l'instant, la seule option est de continuer à surveiller l'activité sismique. C'est quand même remarquable de voir combien de bombes à retardement volcanique sont en train de tourner aux États-Unis. Mais tous les volcans ne se trouvent pas sur la terre ferme. Bien en dessous de la surface de la mer, au large de la côte ouest des États-Unis, une toute autre monde bouillonne, remplie d'activités volcaniques. L'un de ces volcans sous-marins est sur le point d'entrer en éruption cette année, le mont sous-marin Axial dans le Pacifique. Le mont sous-marin Axial, un volcan sous-marin situé à environ 480 km à l'ouest de la côte ouest des États-Unis, fait actuellement la une dans le monde de la géologie. Et ce n'est pas parce qu'il produit de jolis bulous que Nemo y passe ses vacances. Quoique, ça pourrait aussi être le cas. Non, des scientifiques ont récemment prédit que ce volcan allait entrer en éruption cette année. Maintenant, vous vous demandez peut-être, et alors, qu'est-ce que ça peut bien me faire, un volcan sous-marin? Eh bien, ce volcan est très intéressant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il est grand. Il s'élève à 1,1 km au-dessus du fond marin. D'ailleurs, petite question pour vous, à votre avis, quel est le plus grand volcan sous-marin du monde, en kilomètres de hauteur? Faites une estimation et écrivez votre réponse dans les commentaires. La solution s'affichera en bas de l'écran vers la fin de la vidéo. Je suis curieux de voir qui d'entre vous sera le plus proche. Oui, l'Axial Seamount est l'un des volcans sous-marins les plus actifs au monde. C'est un peu le délégué de classe des volcans sous-marins. Toujours actif, toujours en train de bouillonner. Mais ce qui le rend vraiment spécial, c'est son schéma d'éruption régulière. Imaginez que vous ayez un colocataire qui, tous les quelques années, pète un câble de façon fiable et ravage le salon. Ça arrive généralement après le 5e gin tonic lors de la soirée en coloc. C'est à peu près comme ça que se comporte l'Axial Seamount. Il est entré en éruption plusieurs fois au cours des dernières décennies, la dernière fois en 1998, 2011 et 2015. Ce comportement régulier fait de l'Axial Seamount le chouchou des scientifiques. Car alors que la plupart des volcans sont imprévisibles, comme un enfant de 3 ans après trop de sucre, l'Axial Seamount est relativement prévisible. Cela tient entre autres au fait qu'il s'agit du volcan sous-marin le mieux surveillé au monde. Imaginez que vous ayez installé une webcam, des micros et des détecteurs de mouvement dans la chambre d'enfant. C'est ainsi que les chercheurs observent ce volcan sous-marin. Les scientifiques utilisent pour cela tout un tas de gadgets super cool. Il y a, d'une part, des capteurs de pression posés sur le fond marin. Ils mesurent comment le volcan se gonfle et se contracte. Car, comme un gros ballon, il se remplit lentement de magma avant d'entrer en éruption. En plus, on utilise des véhicules sous-marins autonomes et télécommandés. Ces petits sous-marins tournent autour du volcan et collectent des données. C'est un peu comme si une armada de minuscules vaisseaux entreprises observait une planète exotique, sauf que là, c'est sous l'eau et pas dans l'espace. Et ce n'est pas une planète, mais un volcan. Et ce n'est pas non plus l'entreprise, mais un sous-marin. Bon, oubliez la comparaison. L'instrument le plus cool pour l'exploration, c'est peut-être le système SOSU. Ce gars-là a un peu trop bu. SOSU signifie Sound Surveillance System et servait à l'origine à repérer les sous-marins soviétiques pendant la guerre froide. Aujourd'hui, les scientifiques utilisent ce système pour surveiller l'activité sismique du volcan. C'est un peu comme écouter le volcan avec un énorme stéthoscope.
Et ce que les chercheurs entendent les amène à conclure que le prochain grand événement aura lieu cette année. La prévision de la prochaine éruption repose sur plusieurs facteurs. D'une part, le volcan s'est de nouveau considérablement gonflé depuis sa dernière éruption en 2015. Il a désormais atteint plus de 95% du seuil de la dernière éruption. C'est comme si vous gonfliez un ballon et qu'il était déjà presque aussi gros que la dernière fois où il a éclaté. Ou comme moi après la 10e part de rôti de bœuf à Noël. Là, vous commenceriez aussi à faire attention, non? En plus de l'inflation du volcan, les scientifiques ont également constaté une augmentation significative de l'activité sismique, le fond marin tremble. Selon l'American Geophysical Union, l'AGU, il y a désormais des centaines de séismes par jour, avec des essaims de plus de 500 par jour. Sur la base de ces observations et en supposant que le volcan entrera en éruption après avoir atteint le niveau de 2015, les scientifiques prévoient désormais une éruption avant la fin de 2025. Cela peut sembler encore loin pour certains d'entre vous, mais à l'échelle géologique, c'est pratiquement demain matin. Vous vous demandez peut-être maintenant, d'accord, cool, mais qu'est-ce qui se passe vraiment si le volcan entre en éruption? Imaginez que vous secouez une bouteille de coca et que vous y mettez ensuite un manteau. C'est à peu près pareil, sauf que c'est bien plus grand. Lors d'une éruption, du magma brûlant s'échappe du volcan et entre en contact avec l'eau froide de la mer. Cela provoque une formation explosive de vapeur et peut projeter de grandes quantités de matériaux volcaniques dans la colonne d'eau. La dernière éruption de l'Exis Simon en 2015 était vraiment impressionnante. Le volcan a produit une coulée de lave qui faisait près de 2 km de large. C'est un peu comme si tout votre quartier était soudainement recouvert de lave et que le sol est en lave, devenait enfin réalité. Lors de l'éruption, le fond marin s'est affaissé de plus de 2 mètres. Mais pas d'inquiétude, pour nous qui vivons sur la terre ferme, il n'y a aucun danger direct. L'Exis Simon est trop profond et trop éloigné en mer pour déclencher un tsunami ou quelque chose de similaire. C'est ce qu'a également confirmé Jeff Bezos, géologue à l'Université d'État de l'Oregon. Donc, pas besoin de mettre vos planches de surf à l'abri pour l'instant. Mais alors, pourquoi les scientifiques sont-ils si excités à propos de cette éruption imminente? Eh bien, l'Exis Simon offre une occasion unique d'en apprendre davantage sur les volcans sous-marins et leurs effets. Les chercheurs espèrent, en observant l'éruption, acquérir de nouvelles connaissances sur les effets qu'elle a sur les systèmes hydrothermaux et l'écosystème voisin. Imaginez que vous puissiez observer un volcan en pleine éruption sans finir grillé. C'est exactement ce que permet l'Exis Simon. Les scientifiques peuvent alors suivre en temps réel la déformation du plancher océanique, les changements de température et de chimie de l'eau, ainsi que la réaction de la faune sous-marine. Comme une retransmission en direct d'une révolution géologique. Les résultats de ces recherches pourraient aussi aider à mieux comprendre comment et quand les éruptions volcaniques se produisent en général. Cela pourrait à l'avenir permettre des prévisions précises, non seulement pour les volcans sous-marins, mais aussi pour leurs cousins enflammés sur la terre ferme. Imaginez qu'un jour, nous puissions prédire les éruptions volcaniques aussi précisément que la météo. Aujourd'hui, ensoleillé avec 80% de chances d'éruption volcanique dans l'après-midi. Ce serait quelque chose, non? L'éruption imminente nous rappelle aussi à quel point notre planète est dynamique et active. On oublie souvent que sous la surface apparemment stable de la Terre se cache un noyau brûlant et bouillonnant. Les volcans comme l'Excel Moon sont un peu comme les soupapes de sécurité de notre planète. Ils nous montrent que la Terre est vivante, qu'elle change et évolue sans cesse. Et sans ces soupapes, la planète finirait comme une cocotte minute défectueuse. Et en parlant de changement, savez-vous ce qui a aussi évolué ces dernières années? La technologie de prévision de ce genre d'éruption. La capacité de prédire une éruption aussi longtemps à l'avance, comme c'est le cas actuellement pour l'Excel Simon, est selon le géophysicien William Chadwick assez unique. Il y a seulement quelques décennies, une telle prévision aurait été impensable. Et cela montre aussi à quel point nous avons progressé dans notre compréhension de la Terre et de ses processus. Néanmoins, de nombreuses questions restent sans réponse. Comment fonctionne exactement le mécanisme qui conduit à l'éruption? Quel rôle jouent des facteurs comme la pression de l'eau de mer ou la tectonique des plaques? Et surtout, pouvons-nous appliquer les connaissances acquises sur l'Excel Simon à d'autres volcans? Les réponses à ces questions pourraient nous aider à mieux comprendre les éruptions volcaniques et peut-être même, un jour, à les contrôler. Imaginez que nous puissions traire les volcans, relâcher la pression de façon contrôlée et ainsi prévenir de grandes éruptions. Ça ressemble à de la science-fiction, mais qui sait, peut-être que dans quelques décennies ce sera la réalité et nous pourrions alimenter des continents entiers en énergie grâce à un géant comme le Yellowstone. Ou alors, en Allemagne, utiliser le volcanisme de l'Eiffel pour enfin faire baisser un peu les prix de l'électricité. Le mont sous-marin Excel n'est donc pas seulement un phénomène naturel fascinant, mais aussi un objet de recherche important. C'est comme un immense laboratoire sous-marin où l'on peut percer les secrets de la Terre. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'on n'a même pas besoin de se mouiller pour l'observer. Alors, gardez ça en tête pour cette année. Ça pourrait bien être l'année où nous serons témoins d'un spectaculaire feu d'artifice sous-marin.
J'espère que vous êtes tous devenus des experts en volcans maintenant. Si vous ne voulez rien manquer des prochaines actualités sur les volcans américains, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu pour qu'on atteigne les 5000 likes. Et en parlant de puissantes forces de la nature, partons des États-Unis pour l'Antarctique. Là-bas, des scientifiques ont reçu un signal énergétique mystérieux, inexplicable par aucune force connue de la physique. Que s'est-il passé là-bas? Et avons-nous peut-être trouvé des indices d'une toute nouvelle physique? Vous découvrirez tout cela dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous cliquez en bas à gauche, vous pouvez faire le plein de peluches de planètes, du Black Hole Café et des t-shirts vus dans les vidéos sur la boutique de l'espace. Chaque commande soutient énormément mon travail. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis.